Ce principe connut effectivement un début de réalisation sincère. Mais cette tentative fut compromise parce que les conditions dans lesquelles s'effectua la révolution obligèrent rapidement le gouvernement des Soviets à recourir à la force révolutionnaire. Les destinées de l'idée russe originelle d'une confédération des nationalités, se déterminant librement elles-mêmes, ont été grandement compliquées par le phénomène passager d'une révolution qui cherchait, comme la Révolution française avant elle, à transformer immédiatement et sans étape intermédiaire facile, non seulement la base entière du gouvernement, mais celle de la société, et qui de plus s'est opérée sous la pression d'une guerre désastreuse. Cette double situation a inévitablement conduit à une anarchie sans pareille et incidemment à la domination brutale d'un parti extrémiste qui représentait les idées de la Révolution sous leur forme la plus intransigeante et la plus violente. À cet égard, le despotisme bolchevique correspond au despotisme jacobin du règne de la terreur en France. Celui-ci a duré assez pour consolider son œuvre, qui était d'effectuer d'une façon violente et irrévocable la transition d'un système de société post-féodale à la première base bourgeoise du développement démocratique. Le despotisme ouvrier en Russie, le gouvernement des Soviets, s'il consolidait son emprise et durait assez longtemps, pourrait effectuer la transition sociale à une deuxième base plus avancée du même développement, ou même à une étape ultérieure. Mais nous ne nous occupons ici que des répercussions de la Révolution sur l'idéal de libre nationalité. Sur cet idéal, toute la Russie était d'accord dès l'abord, sauf le petit parti réactionnaire. Mais le fait d'avoir recouru à un principe de gouvernement par la force a introduit un élément contradictoire qui a mis en danger sa saine réalisation, même en Russie, et par suite affaibli la force qu'il aurait pu avoir dans l'avenir immédiat du développement mondial. Une certaine autonomie, culturelle, linguistique et autres, est accordée aux États constitutifs de la Russie socialiste, mais tout le reste est illusoire, puisque les États membres sont en fait gouvernés par la force d'une autocratie hautement centralisée à Moscou. De fait, l'idéal de libre nationalité repose sur un principe moral qui appartient à l'avenir, tandis que le gouvernement des autres nations par la force appartient au passé et au présent, et il est radicalement incompatible avec la création d'une nouvelle organisation mondiale fondée sur un libre choix et un libre statut. Nous connaissons aujourd'hui les résultats désastreux de l'expérience communiste russe, l'imposture stalinienne et son système totalitaire qui, comme l'écrivait Sri-Aurobindo, ne fut rien d'autre qu'une interprétation d'un socialisme d'État démesurément rigide. Rappelons que selon la théorie communiste, le socialisme d'État ne devait être qu'un passage. Une vie communautaire libre, sans classe et sans État, était l'idéal final. Il reste cependant qu'en voulant remodeler le gouvernement et la société sur la base du principe d'égalité, la révolution russe a considérablement influencé le cours ultérieur de l'évolution politique, économique et sociale mondiale. Tout comme la Révolution française, elle a marqué un tournant décisif dans la marche de l'unité humaine. Dès 1919, Sri Aurobindo rendait justice à la grandeur de l'événement. Un présage remarquable des choses à venir est l'existence continue, le succès intact de la Révolution russe. Cet événement promet d'être aussi significatif dans l'histoire humaine que le grand bouleversement des idées et des institutions établies qui a commencé en France au XVIIIe siècle, et pour la postérité, il se peut bien que ce soit à cause de lui, et non de la chute de l'Allemagne,
que la Grande Guerre restera dans les mémoires. Son importance est tout à fait indépendante des mérites, des démérites et des chances de survie du régime bolchevique actuel. La dictature bolchevique n'est, de son propre aveu, qu'un instrument de transition, une concentration temporaire de forces révolutionnaires, tout comme le Conseil suprême et tout ce qu'il soutient est une concentration temporaire des forces conservatrices opposées. Il s'agit du Conseil de la Société des Nations de 1919, dirigé en fait par et selon les intérêts des 5 grandes puissances d'alors, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis avant leur retrait en 1920. Les réalisations de ce gouvernement extraordinaire ont eu un caractère très étonnant. Assailli continuellement de l'intérieur et de l'extérieur, réduit à un blocus impitoyable, affamé et privé de tout moyen de subsistance et d'action, excepté ceux qu'il pouvait créer pour lui-même de lui-même, ou bien conquérir, amené de façon répétée à la limite de la chute, il a survécu à toutes les difficultés et à tous les dangers, ou plutôt à tirer de la mauvaise fortune une force nouvelle, à surmonter ses ennemis intérieurs et contenu ses ennemis du dehors, s'est répandu en Asie au-delà de ses propres frontières, a organisé, à partir du chaos, un puissant instrument civil et militaire, et a eu la force, au milieu de la pénurie, de la guerre civile et de la menace étrangère, de jeter les bases initiales d'un nouveau type de société. Ce miracle de l'énergie humaine n'est rien de plus qu'une répétition, dans des conditions plus défavorables, de l'extraordinaire succès des Jacobins pendant la Révolution française. Plus important est le pouvoir de l'idée qui est derrière ces succès et les a rendus possibles. Le fait que les bolcheviks, menacés naguère de perdre Moscou, soient maintenant sur la route de Varsovie n'a qu'une signification extérieure. Il est beaucoup plus significatif que les puissances occidentales se trouvent maintenant amenées à négocier avec le premier gouvernement soviétique victorieux des temps modernes, qu'elles dénoncent aujourd'hui comme une monstruosité à détruire et un danger pour la civilisation. Rappelons qu'à l'époque, les monarchies ou républiques bourgeoises européennes s'opposèrent avec force au régime socialiste révolutionnaire victorieux en Russie et tentèrent de l'étouffer dans l'œuf. Elles réussirent un temps à l'isoler, à le réduire au blocus et à l'affamer, en élevant contre sa pression vers l'ouest une frontière artificielle et en contentant la propagation de ses idées maîtresses par une constante campagne de discrédit. Chaque tentative de révolution soviétique à l'ouest de la Russie fut anéantie par la répression légale ou militaire. Ce phénomène, écrivait Sri Aurobindo, ressemble beaucoup à la concentration et au raidissement du vieux régime monarchique et aristocratique qui résulta de la guerre entre la France révolutionnaire et l'Europe. Mais ce ne sont pas ces événements qui auraient pu ou qui peuvent encore tourner autrement, ou qui peuvent se résoudre à des épisodes qui sont significatifs. C'est plutôt ce fait fondamental qui affecte les possibilités futures qu'une grande nation, destinée à devenir l'un des guides de l'humanité, ait sauté résolument dans les gouffres secrets de l'avenir, aboli les fondations passées, tenté et poursuivi une expérience radicale du communisme, remplacé le parlementarisme de la classe moyenne par une nouvelle forme de gouvernement et employé les premières énergies de sa vie libre à inaugurer un ordre social entièrement nouveau. Ce sont des actes de foi et d'audace de cette dimension qui changent ou hâtent le cours du progrès humain. Il ne s'ensuit pas nécessairement que ce qui est tenté maintenant est la forme désirable ou définitive de la société future. Mais c'est le signe certain qu'une phase de la civilisation s'achève
et que l'esprit du temps prépare une phase nouvelle et un ordre nouveau.